Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Turpin. Direction les États-Unis pour une affaire criminelle hors norme. Le 14 janvier 2018, une adolescente effrayée appelle le 911. Jordan Turpin explique qu'elle s'est enfuie de chez elle alors qu'elle était séquestrée avec ses 12 frères et sœurs par ses propres parents. Quel est votre nom ? Dimanche 14 janvier 2018, à Perris, en Californie. Une jeune fille paniquée est immobile au milieu d'un carrefour. Elle est au téléphone avec le service d'urgence américain, le 911. Elle s'appelle Jordan Turpin. Je vis dans une famille de 15 personnes et mes parents nous maltraitent. Ils nous maltraitent et 2 de mes petites sœurs sont enchaînées. Au bout du fil, c'est une jeune fille de 17 ans. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Qui dit « Je viens de m'enfuir de chez mes parents. C'est absolument l'horreur. Venez nous délivrer. » Au secours, mes 12 frères et sœurs sont retenus prisonniers chez moi. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. 22 qui seraient retenus, attachés par des cadenas et des chaînes dans sa propre maison familiale. Elle explique qu'elle se serait évadée par la fenêtre de chez elle, seule, avec le téléphone de sa mère. Et ce qu'elle raconte à l'opératrice est glaçant. Ça sent les excréments, on ne nous lave plus, on va mourir, mais quasiment on va mourir d'étouffement. C'est ce qu'elle dit. Il faut déjà imaginer, simplement en termes d'odeur olfactive, ce que ça doit être, ce que cette fille subit. De fil en aiguille, l'affaire est quand même prise assez au sérieux parce que cette jeune fille au téléphone a l'air véritablement paniquée. Ce qui est fou, c'est que cette fille va raconter en fait à son interlocuteur je me suis enfuie de chez moi, mais après je savais pas quoi faire parce que je ne connais même pas les alentours de chez moi. Venez nous délivrer s'il vous plaît, venez nous délivrer. L'adolescente a 17 ans. Elle raconte qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Il lui est donc impossible de leur indiquer une adresse. Les policiers vont devoir la localiser grâce à son téléphone portable. Elle se trouve à Perris, à 100 km au sud de Los Angeles. Une patrouille est aussitôt envoyée sur place. Lorsque la police intervient, François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. elle a un premier choc. On est vraiment dans la banlieue résidentielle américaine typique, qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent. En fait, c'est un peu l'archétype du quartier pavillonnaire tranquille en Amérique suburbaine, je dirais. En fait, les gazons sont bien taillés, il n'y a rien qui dépasse, il y a de belles voitures, de belles maisons. On ne s'imagine pas que se joue un drame familial qui est peut-être le drame familial le plus terrible de l'histoire récente des États-Unis. Il est 18h et la police recherche activement l'adolescente. Il sillonne toutes les rues dans le secteur où elle a été localisée. Et soudain, à l'angle d'une impasse, il voit une jeune fille, seule, l'air hagard. Quand ils arrivent, déjà, rien que de voir cette petite fille dans la rue, c'est déjà en soi une vision d'horreur. Ils s'attendent à quoi ? Ils s'attendent à une fille de 17 ans. Ils tombent sur une gamine qui a l'air d'en avoir 10, quoi. Elle a l'air vraiment chétive, pour ne pas dire malade, souffrante. Elle souffre clairement de dénutrition. L'adolescente confirme, c'est bien elle qui a passé l'appel. Elle leur indique qu'elle vit à 2 pâtés de maison d'ici, dans une villa cossue, chez Louise et David Turpin, ses parents. La police s'y rend aussitôt. Lorsque les policiers arrivent, Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. ils s'adressent aux parents. Les parents sont totalement stupéfaits parce que pour eux, la situation
est tout à fait normal. Donc la première réaction des policiers, c'est de se dire qu'est-ce que l'on fait là ? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas. Et puis très rapidement, ils vont s'apercevoir d'un deuxième choc. L'extérieur, c'est la maison américaine, la villa américaine parfaite, mais l'intérieur est jonché d'immondices. Se dégage de l'entrée déjà une odeur pestilentielle et on comprend assez vite, enfin en tout cas les policiers, qu'il se passe visiblement des choses assez terribles à l'intérieur. Les enquêteurs n'ont plus de doute. Ce qu'ils aperçoivent derrière la porte confirme le signalement de l'adolescente. C'est un capharnaüm et l'air est irrespirable. Ils veulent en avoir le cœur net. Que cachent les parents Turpin à l'intérieur de la maison familiale ? Ce qu'ils vont découvrir est totalement inédit. Ces policiers n'en reviennent pas. Ce sont tout simplement des enfants qui sont enchaînés à des lits, qui sont prisonniers de leurs propres parents. En fait, c'est quasiment un univers concentrationnaire que découvrent les policiers. Ces enfants cadenassés, enchaînés, mal nourris. On n'a pas l'impression d'être au XXIe siècle. Un autre enfant est enfermé dans un placard, les mains attachées, dans l'obscurité totale. La vie de tous ces enfants était forcément dans un état de danger extrême. Au total, ils sont 10 filles et 3 garçons, âgés de 2 à 29 ans, cloîtrés dans leur chambre et prisonniers de leurs parents. Certains sont ligotés à leur lit. Tous vivent dans le noir, dans leurs excréments. Pour les policiers, pas de doute, ils souffrent de malnutrition sévère. Louise et David Turpin sont arrêtés sur le champ. Les enfants sont transférés à l'hôpital. Mais comment ces parents ont-ils pu mettre en danger la vie de leurs 13 enfants sans éveiller le moindre soupçon ? Le lendemain, c'est l'Amérique tout entière qui se réveille en découvrant avec stupeur ce drame familial. This is a CBS 4 News update. 13 enfants retrouvés dans une maison, dont certains enchaînés à leur lit. Le procureur déclare que c'est le pire cas d'enfants maltraités qu'il n'a jamais vu. Le courage de Jordan a permis de dévoiler toute l'horreur à l'intérieur de cette maison. Les enfants étaient mal nourris. Ils étaient très sales. L'une des victimes de 29 ans ne pèse que 37 kilos. L'onde de choc aux États-Unis est très importante pour une raison simple. C'est un crime qui est perpétré par une famille, par un couple, dans ce pays de l'enfant roi, dans ce pays où la famille, peut-être que la valeur américaine, c'est d'abord la valeur familiale. Très vite, l'affaire dépasse le continent américain. Surnommée la maison de l'horreur par les journalistes, la presse en fait sa une partout dans le monde. Les États-Unis, avec cette affaire qui a fait le tour du monde. La maison de l'horreur. On a découvert une maison dans laquelle étaient enfermés 13 frères et sœurs depuis des années. À Périsse, en Californie, l'enquête démarre. La police perquisitionne la maison et passe au crible toutes les pièces. En fouillant les chambres des enfants, les enquêteurs découvrent des placards remplis de cahiers. Et à la lecture des premières pages, ils sont sidérés. Ils ont entre les mains des dizaines de journaux intimes au contenu terrifiant. Ça va constituer la preuve indubitable de ce qui s'est passé, non pas seulement pendant quelques mois, mais pendant de nombreuses années. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Les enfants vont décrire par le menu détail toutes les tortures physiques et psychologiques qu'ils ont endurées. C'est vraiment aujourd'hui, papa a fait ça. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers. Aujourd'hui, maman a fait ça. Et ce qui est terrible, c'est quand on lit des phrases du type « Aujourd'hui, papa a encore étranglé tel frère » ou pour une ânerie en plus. Il va les plonger la tête dans l'eau froide de la baignoire jusqu'à quasiment les noyer. Il peut s'emporter jusqu'à être à limite de les tuer.
Page après page, ils décrivent leur enfer au quotidien. Ils doivent dormir 20 heures sur 24 pour ne pas déranger leur père et leur mère. Ils ne sont autorisés à prendre qu'une seule douche dans l'année. Et pire encore, les enfants évoquent des fêtes de famille où leurs parents se seraient montrés cruels. Pour Noël, par exemple, les parents achetaient de cadeaux aux enfants. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ils n'avaient même pas le droit de déballer. Vous offrez des jouets à vos enfants et vous leur interdisez d'ouvrir les paquets et de jouer évidemment avec ce que vous leur offrez. Et d'ailleurs, quand les enquêteurs vont quelquefois déballer ces cadeaux, on s'aperçoit que c'est des boîtes de carton vides et qu'il n'y a rien à l'intérieur dans la plupart des cas. Une torture psychologique qui ne s'arrête pas là. Les enfants racontent une anecdote qui dépasse l'entendement. C'était avec leur mère. Encore une fois, elle a un tel vice qu'elle est capable de faire des gâteaux, elle cuisine des gâteaux, mais vraiment à l'américaine, ces fameuses pailles qu'on met au bord de la fenêtre, etc. Parce que personne ne se doute qu'à l'intérieur, en fait, il y a 13 gamins qui sont affamés et ils n'en mangeront rien. Et même, elle leur dit, vous voyez ces tartes, vous ne les mangerez pas, vous ne les approcherez pas. Donc il y a une sorte de perversité de la torture. Ce n'est pas seulement une dégradation de la situation dans cette famille, c'est véritablement de torture organisée. Les enfants étaient les souffre-douleurs de leurs parents. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi les parents Turpin se sont-ils ainsi acharnés sur leurs enfants pendant toutes ces années ? Lorsque Louise et David se rencontrent dans leur Virginie natale, rien ne laissait présager un tel drame. En 1985, elle a 16 ans, lui 24, et c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et ils s'installent au Texas pour fonder leur famille. David et Louise Turpin. Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Pour au moins leur reconnaître le fait qu'ils semblent un couple tout à fait uni et très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui les réunit, c'est un peu ce goût pour la religion. Ils sont tous les deux issus de la mouvance pentecôtiste. Ils disent qu'ils ont reçu un moment comme une révélation divine leur demandant de faire une famille nombreuse. On dit famille nombreuse, famille heureuse. C'est en tout cas l'image que renvoie cette famille au départ de l'histoire. David Turpin est ingénieur en aéronautique. Il a des revenus confortables, 115 000 $ par an, de quoi permettre à Louise de rester mère au foyer. Et la famille s'agrandit, 13 enfants au total. Mais en 2010, un événement vient bouleverser leur vie. Ce qui va faire la bascule finalement, c'est quand David va perdre son travail. Alors non seulement il perd plus de 100 000 € de revenus par an, parce qu'il gagnait très bien sa vie, mais surtout, le couple se retrouve dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Et finalement, ensuite, c'est un naufrage. Les époux Turpin vont se déclarer en faillite personnelle plusieurs fois, 240 000 $ de faillite. Ils se sentent acculés. Ce qui va les plonger d'autant plus dans ce monde et cet univers d'abus sur les enfants et de maltraitance. Pour moi, ça ressemble presque à un phénomène de vengeance sur ses propres enfants. On a échoué en tant que parents dans notre vie professionnelle, mais c'est pas sa propre faute, c'est la faute des autres, toujours. Et là, les souffre-douleurs, c'est les enfants. Conséquence, le couple multiplie les sévices sur les enfants. Fin 2010, ruinés, ils quittent le Texas et ils emménagent à Perris, là où la police les arrêtera 8 ans plus tard. C'est ici, en Californie, que la famille chavire complètement. En interrogeant Elisabeth Flores, la sœur de Louise, la police découvre que le couple a tourné le dos à la religion pour des pratiques beaucoup plus inquiétantes.
En fait, dans cette famille, on est passé quasiment de la bigoterie au satanisme, à la sorcellerie, parce que le père et aussi la mère, assez rapidement, sont passés de propos religieux assez classiques à quelque chose d'absolument irrationnel, de presque paranormal. L'intérêt chez les Turpin pour les sciences occultes vient essentiellement de Louise. C'est elle qui est passionnée par la démonologie. Elle est presque sur le point de devenir sataniste. Elle a une planche de Ouija qui sert à communiquer avec les esprits. Les policiers qui enquêtent là-dessus comprennent assez rapidement que c'est cette dérive vers le satanisme, vers l'irrationnel, qui a peut-être poussé les parents et surtout la mère à enchaîner ses enfants pour qu'ils soient peut-être pas atteints par les forces du mal ou ce genre de choses. Pour les enquêteurs, ces pratiques n'excusent en rien la violence, mais elles sont la preuve que le couple est à la dérive. Pendant cette période, ils s'adonnent à de nouvelles expériences, loin du puritanisme de leur début. Ils vont aller jusqu'à pratiquer l'échangisme. En tout cas, c'est ce que Louise raconte à sa sœur dans un appel. Sa sœur est extrêmement surprise. Louise aurait raconté que parfois ça lui arrivait d'aller draguer des hommes dans les bars et de les ramener à l'hôtel avec son mari et de coucher avec eux devant son mari. Cette famille, qui à l'origine est puritaine, eh bien, va totalement sombrer et dévier dans quelque chose de complètement différent au fur et à mesure des années. Le couple se montre de plus en plus violent envers les enfants. Mais comment ces parents tortionnaires ont-ils pu agir sans être repérés ? Dans le quartier, les voisins sont tous interrogés. Ils n'ont jamais rien vu d'inquiétant. C'était impossible d'imaginer ce qu'il se passait derrière ces murs. Les enfants étaient quasiment invisibles. La seule fois où je les ai aperçus, à part à Noël, ils sont sortis de la voiture et direct à la maison. C'est tout. Cette situation est rendue possible par le fait que les enfants apparaissent très très rarement, pour ne pas dire jamais, en plein jour. Lorsque les voisins les aperçoivent, c'est quelquefois aux fenêtres à l'étage de la maison, mais uniquement lorsque la nuit est tombée. Activité de nuit, école à domicile, les Turpin se sont rendus invisibles, au point que dans le quartier, on les surnomme la famille vampire. Aucun enfant ne sort jamais de la maison de l'horreur. Pendant presque 10 ans, ils ont aussi trompé tous leurs proches, car Louise et David ont élaboré une stratégie. Ils affichent un bonheur sans faille qu'ils partagent régulièrement sur les réseaux sociaux. Famille et amis ne se doutent donc de rien. Ils sont même les témoins virtuels de leur vie idéale, comme en février 2013, où le couple publie des images qui font parfaitement illusion. Alors on peut penser à une vidéo en particulier à Las Vegas, qui est une vidéo où on voit les filles avec des petites robes, toutes les mêmes, des petites robes à carreaux roses. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis. Les garçons très bien habillés avec leur cravate et un faux Elvis Presley, un sosie de Elvis Presley. Là, on est vraiment dans le registre de la famille américaine classique et idéale. For my darling, he loves you and he always will. Ils se sont mariés à 3 reprises, dans 3 cérémonies différentes à Las Vegas, qui est le cliché ultime du mariage américain. Sur Internet, les parents Turpin postent aussi des photos d'eux avec leurs enfants. Ils sont tous sourires et apprêtés pour l'occasion. Des clichés symboliques qui cachent une réalité beaucoup plus sombre. Il faut aller chez Disney. Ah, Disneyland, pour les Américains, c'est une institution. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Donc il faut y aller. Et donc là, on emmène les gamins. Regardez, on est formidable, on est tous à Disney, machin, etc. On sent que le couple a besoin... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. ...de renvoyer cette espèce de carte postale de la famille idyllique en Amérique. Les Turpin
passent au travers des mailles du filet, tout simplement parce qu'ils ont une façade de normalité absolue. Les psychologues se disent qu'il y a là une volonté de camoufler la réalité, une vraie entreprise destinée à maquiller le crime. Mais au-delà de cette mise en scène, le couple exerce aussi une emprise totale sur ses enfants. Même lors de ses sorties en famille, la fratrie ne tente rien. Entre isolement et peur des représailles, impossible pour eux de s'enfuir. Il y a un emprisonnement qui est physique, qui est doublé par un enchaînement mental. On assiste chez les Turpin un petit peu ce qui se passe dans les phénomènes sectaires, c'est-à-dire un lavage du cerveau total. Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie. Physiquement, psychologiquement, absence de repères, absence de contact avec le monde extérieur. Certains des enfants qui étaient majeurs ne savaient pas à quoi servait une force de police, ne savaient pas qu'il existait des hôpitaux. C'est complètement stupéfiant. Jusqu'à ce dimanche 14 janvier 2018, où Jordan Turpin trouve enfin le courage de s'échapper et de dénoncer leurs sévices. Ce jour où le monde a découvert l'horreur en Californie. Le 22 février 2019, un an après leur arrestation, le procès de Louise et David Turpin s'ouvre au tribunal du comté de Riverside. C'est toute l'Amérique qui veut voir les parents tortionnaires sur le banc des accusés. Avec une question au bout des lèvres, comment ont-ils pu agir ainsi avec leurs enfants pendant des années? Et surtout, à quelle peine vont-ils être condamnés? Le couple doit répondre de 50 chefs d'inculpation, dont ceux de torture, séquestration et maltraitance d'enfants. Au premier jour des débats, seuls les deux aînés ont trouvé la force de venir parler à la barre. Mes parents m'ont volé ma vie, mais je l'ai récupérée. Je vais à l'université maintenant et je vis de façon indépendante. Je crois que tout arrive pour une raison. La vie a été dure, mais elle m'a rendue plus forte. Et je me suis battue pour être la personne que je suis. Parfois, j'ai encore des cauchemars de toutes ces choses qui nous sont arrivées. Comme ces chaînes qui nous ont retenus et les fois où on était battus. Mais ça, c'est le passé, et je dois vivre le présent. J'aime mes parents et je dois leur pardonner pour tout ce qu'ils nous ont fait. En entendant la souffrance de leurs enfants, mais aussi leur clémence, Louise et David Turpin s'effondrent. Ils semblent avoir réalisé la gravité de leur crime. Mais comment vont-ils pouvoir se justifier? C'est au dernier jour d'audience qu'ils prennent enfin la parole. Je suis désolée pour toutes les choses que j'ai pu faire à mes enfants. J'aime mes enfants si fort. Je suis bénie d'être leur mère à chacun d'entre eux. Je veux uniquement le meilleur pour eux. Leur bonheur est très important pour moi. J'ai hâte d'être au jour où je pourrai les serrer dans mes bras et leur dire que je suis désolée. Je suis désolé, je peux pas. Elle va le lire pour moi. Je remercie Dieu pour chacun de mes enfants. Chacun d'entre eux est une bénédiction. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal. J'espérais leur donner le plus d'attention possible. Et je suis désolée si je leur ai fait du mal. Louise et David Turpin, en sanglots, demandent pardon. Mais ils n'expliquent toujours pas leurs gestes. Alors auront-ils réussi à convaincre la salle d'audience de leur sincérité? Moi, ces larmes, ils les versent pour eux-mêmes. Ce sont des larmes de crocodile. David, entre autres, a la personnalité d'un psychopathe qui n'a pas d'affect, pas d'empathie. Donc à partir de là,
Ils pleurent sur leur propre sort et pas du tout sur le sort qu'ils ont fait subir à leurs enfants. Les larmes n'auront pas suffi. Le 19 avril 2019, après 4 mois de débat, le verdict tombe. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Aujourd'hui, les 13 enfants turpins tentent de se reconstruire, mais ils restent traumatisés, avec pour certains d'entre eux des séquelles irréversibles. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Turpin. Direction les États-Unis pour une affaire criminelle hors norme. Le 14 janvier 2018, une adolescente effrayée appelle le 911. Jordan Turpin explique qu'elle s'est enfuie de chez elle alors qu'elle était séquestrée avec ses 12 frères et sœurs par ses propres parents. L'Amérique tout entière est sous le choc. La presse révèle que ces enfants âgés de 2 à 29 ans ne sont jamais sortis de chez eux seuls, qu'ils sont attachés par des chaînes à leur lit et qu'ils vivent au milieu d'excréments et de détritus. Pourquoi personne n'a-t-il rien vu? Et comment ces parents modèles ont-ils pu tromper leurs voisins et leurs familles pendant de si longues années? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. L'appel de la liberté. Quel est votre nom? Jordan Turpin. Dimanche 14 janvier 2018, à Paris, en Californie. Une jeune fille paniquée est immobile au milieu d'un carrefour. Elle est au téléphone avec le service d'urgence américain, le 911. Elle s'appelle Jordan Turpin. Je vis dans une famille de 15 personnes et mes parents nous maltraitent. Ils nous maltraitent et 2 de mes petites sœurs sont enchaînées. Au bout du fil, c'est une jeune fille de 17 ans. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers, raconte qu'elle dit « Je viens de m'enfuir de chez mes parents, c'est absolument l'horreur, venez nous délivrer. » Au secours, mes 12 frères et sœurs sont retenus prisonniers chez moi. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers, précise qu'un d'eux serait retenu, attaché par des cadenas et des chaînes dans sa propre maison familiale. Elle explique qu'elle se serait évadée par la fenêtre de chez elle, seule, avec le téléphone de sa mère. Et ce qu'elle raconte à l'opératrice est glaçant. Ça sent les excréments, on ne nous lave plus. On va mourir, mais quasiment on va mourir d'étouffement, c'est ce qu'elle dit. Il faut déjà imaginer simplement en termes d'odeurs olfactives ce que ça doit être, ce que cette fille subit. De fil en aiguille, l'affaire est quand même prise assez au sérieux parce que cette jeune fille au téléphone a l'air véritablement paniquée. Ce qui est fou, c'est que cette fille va raconter en fait à son interlocuteur « Je me suis enfuie de chez moi, mais après je ne savais pas quoi faire parce que je ne connais même pas les alentours de chez moi. Venez nous délivrer s'il vous plaît, venez nous délivrer. » L'adolescente a 17 ans. Elle raconte qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Il lui est donc impossible de leur indiquer une adresse. Les policiers vont devoir la localiser grâce à son téléphone portable. Elle se trouve à Perry, à 100 km au sud de Los Angeles. Une patrouille est aussitôt envoyée sur place. La découverte de l'horreur. Lorsque la police intervient, François Durpé, historien, spécialiste des États-Unis, note un premier choc. On est vraiment dans la banlieue résidentielle américaine typique qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent. En fait, c'est un peu l'archétype du quartier pavillonnaire tranquille en Amérique suburbaine. Les gazons sont bien taillés, il n'y a rien qui dépasse. Il y a de belles voitures, de belles maisons. On ne s'imagine pas que se joue un drame familial qui est peut-être le drame familial le plus terrible de l'histoire récente des États-Unis. Il est 18h et la police recherche activement l'adolescente. Il sillonne toutes les rues dans le secteur où elle a été localisée. Et soudain, à l'angle d'une impasse, il voit une jeune fille,
Seuls, l'air hagard. Quand ils arrivent, déjà rien que de voir cette petite fille dans la rue, c'est déjà en soi une vision d'horreur. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à une fille de 17 ans. Ils tombent sur une gamine qui a l'air d'en avoir 10. Elle a l'air vraiment chétive, pour ne pas dire malade, souffrante. Elle souffre clairement de dénutrition. L'adolescente confirme, c'est bien elle qui a passé l'appel. Elle leur indique qu'elle vit à 2 pâtés de maison d'ici, dans une villa cossue, chez Louise et David Turpin, ses parents. La police y rentre aussitôt. Lorsque les policiers arrivent, Stéphane Bourgoin, écrivain, spécialiste en criminologie, explique qu'il s'adresse aux parents. Les parents sont totalement stupéfaits parce que pour eux, la situation est tout à fait normale. Donc la première réaction des policiers, c'est de se dire, qu'est-ce que l'on fait là? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas. Et puis très rapidement, ils vont s'apercevoir d'un deuxième choc. L'extérieur, c'est la maison américaine, la villa américaine parfaite, mais l'intérieur est jonché d'immondices. Se dégage de l'entrée déjà une odeur pestilentielle. Et on comprend assez vite, en tout cas les policiers, qu'il se passe visiblement des choses assez terribles à l'intérieur. Les enquêteurs n'ont plus de doute. Ce qu'ils aperçoivent derrière la porte confirme le signalement de l'adolescente. C'est un capharnaüm et l'air est irrespirable. Ils veulent en avoir le cœur net. Que cachent les parents Turpin à l'intérieur de la maison familiale? Ce qu'ils vont découvrir est totalement inédit. Ces policiers n'en reviennent pas. Ce sont tout simplement des enfants qui sont enchaînés à des lits, qui sont prisonniers de leurs propres parents. En fait, c'est quasiment un univers concentrationnaire que découvrent les policiers. Ces enfants cadenassés, enchaînés, mal nourris. On n'a pas l'impression d'être au XXIe siècle. Un autre enfant est enfermé dans un placard, les mains attachées dans l'obscurité totale. La vie de tous ces enfants était forcément dans un état de danger extrême. Au total, ils sont 10 filles et 3 garçons âgés de 2 à 29 ans, cloîtrés dans leur chambre et prisonniers de leurs parents. Certains sont ligotés à leur lit. Tous vivent dans le noir, dans leurs excréments. Pour les policiers, pas de doute, ils souffrent de malnutrition sévère. Louise et David Turpin sont arrêtés sur le champ. Les enfants sont transférés à l'hôpital. Une onde de choc mondial. Mais comment ces parents ont-ils pu mettre en danger la vie de leurs 13 enfants sans éveiller le moindre soupçon? Le lendemain, c'est la mairie tout entière qui se réveille en découvrant avec stupeur ce drame familial. 13 enfants retrouvés dans une maison, dont certains enchaînés à leur lit. Le procureur déclare que c'est le pire cas d'enfants maltraités qu'il n'a jamais vu. Le courage de Jordan a permis de dévoiler toute l'horreur à l'intérieur de cette maison. Les enfants étaient mal nourris, ils étaient très sales. L'une des victimes de 29 ans ne pèse que 37 kilos. L'onde de choc aux États-Unis est très importante pour une raison simple. C'est un crime qui est perpétré par une famille, par un couple dans ce pays de l'enfant roi, dans ce pays où la famille est peut-être la valeur américaine fondamentale. Très vite, l'affaire dépasse le continent américain. Surnommée la maison de l'horreur par les journalistes, la presse en fait s'aine partout dans le monde. Les États-Unis sont secoués par cette affaire qui a fait le tour du monde. On a découvert une maison dans laquelle étaient enfermés 13 frères et sœurs depuis des années. À Paris en Californie, l'enquête démarre. La police perquisitionne la maison et passe au crible toutes les pièces. En fouillant les chambres des enfants, les enquêteurs découvrent des placards remplis de cahiers. Et à la lecture des premières pages, ils sont sidérés. Ils ont entre les mains des dizaines de journaux intimes au contenu terrifiant. Le journal de l'enfer. Cela va constituer la preuve indubitable de ce qui s'est passé, non pas seulement pendant quelques mois, mais pendant de nombreuses années. François Durper, historien, spécialiste des États-Unis, explique que les enfants vont décrire par le menu détail toutes les tortures physiques et psychologiques qu'ils ont endurées. C'est vraiment, aujourd'hui, papa a fait ça. Stéphane Minka, journaliste, spécialiste des faits divers, ajoute, aujourd'hui, maman a fait ça. Et ce qui est terrible, c'est quand on lit des phrases du type « Aujourd'hui, papa a encore étranglé tel frère pour une ânerie en plus. Il va les plonger la tête dans l'eau froide de la baignoire jusqu'à quasiment les noyer. Il peut s'emporter jusqu'à être à la limite de les tuer. » Page après page, ils décrivent leur enfer au quotidien.
Ils doivent dormir 20 heures sur 24 pour ne pas déranger leur père et leur mère. Ils ne sont autorisés à prendre qu'une seule douche dans l'année. Et pire encore, les enfants évoquent des fêtes de famille où leurs parents se seraient montrés cruels. Pour Noël, par exemple, les parents achetaient des cadeaux aux enfants. Stéphane Boucher, journaliste, spécialiste des faits divers, note qu'ils n'avaient même pas le droit de déballer. Vous offrez des jouets à vos enfants et vous leur interdisez d'ouvrir les paquets et de jouer avec ce que vous leur offrez. Et d'ailleurs, quand les enquêteurs vont quelquefois déballer ces cadeaux, on s'aperçoit que ce sont des boîtes de carton vides et qu'il n'y a rien à l'intérieur dans la plupart des cas. Une torture psychologique qui ne s'arrête pas là. Les enfants racontent une anecdote qui dépasse l'entendement au sujet de leur mère. Encore une fois, elle a un tel vice qu'elle est capable de faire des gâteaux, elle cuisine des gâteaux à l'américaine, ces fameuses tartes qu'on met au bord de la fenêtre. Personne ne se doute qu'à l'intérieur, il y a 13 gamins qui sont affamés et ils n'en mangeront rien. Elle leur dit même, vous voyez ces tartes, vous ne les mangerez pas, vous ne les approcherez pas. Donc il y a une sorte de perversité de la torture. Ce n'est pas seulement une dégradation de la situation, c'est véritablement une torture organisée. Les enfants étaient les souffre-douleurs de leurs parents. Le naufrage d'un couple. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi les parents Turpin se sont-ils ainsi acharnés sur leurs enfants pendant toutes ces années? Lorsque Louise et David se rencontrent dans leur Virginie natale, rien ne laissait présager un tel drame. En 1985, elle a 16 ans, lui 24, et c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et ils s'installent au Texas pour fonder leur famille. David et Louise Turpin, selon Stéphane Bourgoin, écrivain spécialiste en criminologie, semblent former un couple tout à fait uni et très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui les réunit, c'est ce goût pour la religion. Ils sont tous les deux issus de la mouvance pentecôtiste. Ils disent qu'ils ont reçu un moment comme une révélation divine leur demandant de faire une famille nombreuse. On dit famille nombreuse, famille heureuse. C'est en tout cas l'image que renvoie cette famille au départ de l'histoire. David Turpin est ingénieur en aéronautique. Il a des revenus confortables, 115 000 $ par an. De quoi permettre à Louise de rester mère au foyer. Et la famille s'agrandit, 13 enfants au total. Mais en 2010, un événement vient bouleverser leur vie. Ce qui va faire la bascule finalement, c'est quand David va perdre son travail. Alors non seulement il perd plus de 100 000 € de revenus par an, parce qu'il gagnait très bien sa vie, mais surtout le couple se retrouve dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Et finalement ensuite c'est un naufrage. Les époux Turpin vont se déclarer en faillite personnelle. Plusieurs fois 240 000 $ de faillite, ils se sentent acculés. Ce qui va les plonger d'autant plus dans ce monde et cet univers d'abus sur les enfants et de maltraitance. Pour moi ça ressemble presque à un phénomène de vengeance sur ses propres enfants. On a échoué en tant que parents, dans notre vie professionnelle, mais ce n'est pas sa propre faute, c'est la faute des autres, toujours. Et là, les souffre-douleurs, ce sont les enfants. Conséquence, le couple multiplie les sévices sur les enfants. Fin 2010, ruinés, ils quittent le Texas et ils emménagent à Perry, là où la police les arrêtera 8 ans plus tard. C'est ici, en Californie, que les familles chavirent complètement. Dérive et apparence. En interrogeant Elisabeth Flore, la sœur de Louise, la police découvre que le couple a tourné le dos à la religion pour des pratiques beaucoup plus inquiétantes. En fait, dans cette famille, on est passé quasiment de la bigoterie au satanisme, à la sorcellerie, parce que le père et aussi la mère sont passés de propos religieux assez classiques à quelque chose d'absolument irrationnel, de presque paranormal. L'intérêt chez les Turpin pour les sciences occultes vient essentiellement de Louise. C'est elle qui est passionnée par la démonologie. Elle est presque sur le point de devenir sataniste. Elle a une planche de Ouija qui sert à communiquer avec les esprits. Les policiers qui enquêtent là-dessus comprennent assez rapidement que c'est cette dérive vers le satanisme, vers l'irrationnel, qui a peut-être poussé les parents et surtout la mère à enchaîner ses enfants pour qu'ils ne soient peut-être pas atteints par les forces du mal. Pour les enquêteurs, ces pratiques n'excusent en rien la violence. Mais elles sont la preuve que le couple est à la dérive. Pendant cette période, ils s'adonnent à de nouvelles expériences, loin du puritanisme de leur début. Ils vont aller jusqu'à pratiquer l'échangisme. En tout cas, c'est ce que Louise raconte à sa sœur dans un appel.
Sa sœur est extrêmement surprise. Louise aurait raconté que parfois ça lui arrivait d'aller draguer des hommes dans les bars et de les ramener à l'hôtel avec son mari et de coucher avec eux devant son mari. Cette famille, qui à l'origine est puritaine, va totalement sombrer et dévier dans quelque chose de complètement différent au fur et à mesure des années. Le couple se montre de plus en plus violent envers les enfants. La famille vampire. Mais comment ces parents tortionnaires ont-ils pu agir sans être repérés? Dans le quartier, les voisins sont tous interrogés. Ils n'ont jamais rien vu d'inquiétant. C'était impossible d'imaginer ce qu'il se passait derrière ces murs. Les enfants étaient quasiment invisibles. La seule fois où je les ai aperçus, à part à Noël, ils sont sortis de la voiture et direct à la maison, c'est tout. Cette situation est rendue possible par le fait que les enfants apparaissent très rarement, pour ne pas dire jamais, en plein jour. Lorsque les voisins les aperçoivent, c'est quelquefois aux fenêtres à l'étage de la maison, mais uniquement lorsque la nuit est tombée. Activité de nuit, école à domicile, les Turpins se sont rendus invisibles, au point que dans le quartier, on les surnomme la famille vampire. Aucun enfant ne sort jamais de la maison de l'horreur. Pendant presque 10 ans, ils ont aussi trompé tous leurs proches, car Louise et David ont élaboré une stratégie. Ils affichent un bonheur sans faille, qu'ils partagent régulièrement sur les réseaux sociaux. Famille et amis ne se doutent donc de rien. Ils sont même les témoins virtuels de leur vie idéale, comme en février 2013, où le couple publie des images qui font parfaitement illusion. On peut penser à une vidéo, en particulier à Las Vegas, où on voit les filles avec des petites robes toutes les mêmes, des petites robes à carreaux roses. Les garçons sont très bien habillés avec leur cravate et un sosie d'Elvis Presley. Là on est vraiment dans le registre de la famille américaine classique et idéale. Ils se sont mariés à 3 reprises, dans 3 cérémonies différentes à Las Vegas, ce qui est le cliché ultime du mariage américain. Sur Internet, les parents Turpin postent aussi des photos d'eux avec leurs enfants. Ils sont tous sourires et apprêtés pour l'occasion. Des clichés symboliques qui cachent une réalité beaucoup plus sombre. Il faut aller chez Disney. Disneyland, pour les Américains, c'est une institution. Stéphane Minka souligne qu'il faut y aller. On emmène les gamins, on montre qu'on est formidable, qu'on est tous à Disney. On sent que le couple a besoin, comme le dit Stéphane Boucher, de renvoyer cette espèce de carte postale de la famille idyllique en Amérique. Les Turpins passent au travers des mailles du filet tout simplement parce qu'ils ont une façade de normalité absolue. Les psychologues se disent qu'il y a là une volonté de camoufler la réalité et une vraie entreprise destinée à maquiller le crime. Mais au-delà de cette mise en scène, le couple exerce aussi une emprise totale sur ses enfants. Même lors de ses sorties en famille, la fratrie ne tente rien. Entre isolement et peur des représailles, impossible pour eux de s'enfuir. Il y a un emprisonnement qui est physique qui est doublé par un enchaînement mental. On assiste chez les Turpins à ce qui se passe dans les phénomènes sectaires, c'est-à-dire un lavage du cerveau total. Stéphane Bourgoin précise que physiquement, psychologiquement, il y a une absence de repères, une absence de contact avec le monde extérieur. Certains des enfants qui étaient majeurs ne savaient pas à quoi servait une force de police, ne savaient pas qu'il existait des hôpitaux. C'est complètement stupéfiant. Jusqu'à ce dimanche 14 janvier 2018, où Jordan Turpin trouve enfin le courage de s'échapper et de dénoncer leurs sévices. Ce jour où le monde a découvert l'horreur en Californie. L'heure du jugement. Le 22 février 2019, un an après leur arrestation, le procès de Louise et David Turpin s'ouvre au tribunal du comté de Riverside. C'est toute l'Amérique qui veut voir les parents tortionnaires sur le banc des accusés. Avec une question au bout des lèvres, comment ont-ils pu agir ainsi avec leurs enfants pendant des années? Et surtout, à quelle peine vont-ils être condamnés? Le couple doit répondre de 50 chefs d'inculpation, dont ceux de torture, séquestration et maltraitance d'enfants. Au premier jour des débats, seuls les 2 aînés ont trouvé la force de venir parler à la barre. Mes parents m'ont volé ma vie, mais je l'ai récupérée. Je vais à l'université maintenant et je vis de façon indépendante. Je crois que tout arrive pour une raison. La vie a été dure, mais elle m'a rendue plus forte. Et je me suis battue pour être la personne que je suis. Parfois, j'ai encore des cauchemars de toutes ces choses qui nous sont arrivées, comme ces chaînes qui nous ont retenus et les fois où on était battus. Mais ça, c'est le passé et je dois vivre le présent.
J'aime mes parents et je dois leur pardonner pour tout ce qu'ils nous ont fait. En entendant la souffrance de leurs enfants, mais aussi leur clémence, Louise et David Turpin s'effondrent. Ils semblent avoir réalisé la gravité de leur crime. Mais comment vont-ils pouvoir se justifier? C'est au dernier jour d'audience qu'ils prennent enfin la parole. Je suis désolée pour toutes les choses que j'ai pu faire à mes enfants. J'aime mes enfants si fort. Je suis bénie d'être leur mère à chacun d'entre eux. Je veux uniquement le meilleur pour eux. Leur bonheur est très important pour moi. J'ai hâte d'être au jour où je pourrai les serrer dans mes bras et leur dire que je suis désolée. David, incapable de parler, laisse sa femme s'exprimer pour lui. Je remercie Dieu pour chacun de mes enfants. Chacun d'entre eux est une bénédiction. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal. J'espérais leur donner le plus d'attention possible. Et je suis désolée si je leur ai fait du mal. Louise et David Turpin, en sanglots, demandent pardon. Mais ils n'expliquent toujours pas leurs gestes. Verdict et reconstruction. Alors auront-ils réussi à convaincre la salle d'audience de leur sincérité? Pour certains observateurs, ces larmes, ils les versent pour eux-mêmes. Ce sont des larmes de crocodile. David, entre autres, a la personnalité d'un psychopathe qui n'a pas d'affect, pas d'empathie. Donc à partir de là, ils pleurent sur leur propre sort et pas du tout sur le sort qu'ils ont fait subir à leurs enfants. Les larmes n'auront pas suffi. Le 19 avril 2019, après 4 mois de débat, le verdict tombe. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Aujourd'hui, les 13 enfants Turpin tentent de se reconstruire mais ils restent traumatisés avec, pour certains d'entre eux, des séquelles irréversibles. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez, dès la semaine prochaine, un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crime passionnel, disparition inquiétante ou machination diabolique, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Turpin. Direction les États-Unis pour une affaire criminelle hors norme. Le 14 janvier 2018, une adolescente effrayée appelle le 911. Jordan Turpin explique qu'elle s'est enfuie de chez elle alors qu'elle était séquestrée avec ses 12 frères et sœurs par ses propres parents. L'Amérique tout entière est sous le choc. La presse révèle que ces enfants âgés de 2 à 29 ans ne sont jamais sortis de chez eux seuls, qu'ils sont attachés par des chaînes à leur lit et qu'ils vivent au milieu d'excréments et de détritus. Pourquoi personne n'a-t-il rien vu? Et comment ces parents modèles ont-ils pu tromper leurs voisins et leur famille pendant de si longues années? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Quel est votre nom? Demande l'opératrice. Jordan Turpin, répond la voix tremblante. Dimanche 14 janvier 2018, à Paris, en Californie. Une jeune fille paniquée est immobile au milieu d'un carrefour. Elle est au téléphone avec le service d'urgence américain, le 911. Elle s'appelle Jordan Turpin. Je vis dans une famille de 15 personnes et mes parents nous maltraitent. Ils nous maltraitent et 2 de mes petites sœurs sont enchaînées. Au bout du fil, c'est une jeune fille de 17 ans. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers, souligne l'horreur de la situation. Elle dit « Je viens de m'enfuir de chez mes parents, c'est absolument l'horreur, venez nous délivrer. » Au secours, mes 12 frères et sœurs sont retenus prisonniers chez moi. Stéphane Boucher, également journaliste spécialiste des faits divers, précise qu'un d'eux serait retenu, attaché par des cadenas et des chaînes dans sa propre maison familiale. Elle explique qu'elle se serait évadée par la fenêtre de chez elle, seule, avec le téléphone de sa mère. Et ce qu'elle raconte à l'opératrice est glaçant. Ça sent les excréments, on ne nous lave plus. On va mourir, mais quasiment on va mourir d'étouffement, c'est ce qu'elle dit. Il faut déjà imaginer simplement en termes d'odeurs olfactives ce que ça doit être, ce que cette fille subit. De fil en aiguille, l'affaire est quand même prise assez au sérieux parce que cette jeune fille au téléphone a l'air véritablement paniquée. Ce qui est fou,
c'est que cette fille va raconter en fait à son interlocuteur qu'elle s'est enfuie de chez elle, mais après elle ne savait pas quoi faire parce qu'elle ne connaît même pas les alentours de chez elle. Venez nous délivrer s'il vous plaît, venez nous délivrer. L'adolescente a 17 ans. Elle raconte qu'elle n'est jamais sortie de chez elle. Il lui est donc impossible de leur indiquer une adresse. Les policiers vont devoir la localiser grâce à son téléphone portable. Elle se trouve à Perry, à 100 km au sud de Los Angeles. Une patrouille est aussitôt envoyée sur place. Lorsque la police intervient, François Durpé, historien et spécialiste des États-Unis, note un premier choc. On est vraiment dans la banlieue résidentielle américaine typique qui ne correspond pas à ce qu'ils attendent. En fait, c'est un peu l'archétype du quartier pavillonnaire tranquille en Amérique suburbaine. Les gazons sont bien taillés, il n'y a rien qui dépasse. Il y a de belles voitures, de belles maisons. On ne s'imagine pas que se joue un drame familial qui est peut-être le drame familial le plus terrible de l'histoire récente des États-Unis. Il est 18h et la police recherche activement l'adolescente. Il sillonne toutes les rues dans le secteur où elle a été localisée. Et soudain, à l'angle d'une impasse, il voit une jeune fille, seule, l'air hagard. Quand ils arrivent, déjà rien que de voir cette petite fille dans la rue, c'est déjà en soi une vision d'horreur. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à une fille de 17 ans. Ils tombent sur une gamine qui a l'air d'en avoir 10. Elle a l'air vraiment chétive, pour ne pas dire malade, souffrante. Elle souffre clairement de dénutrition. L'adolescente confirme, c'est bien elle qui a passé l'appel. Elle leur indique qu'elle vit à 2 pâtés de maison d'ici, dans une villa cossue, chez Louise et David Turpin, ses parents. La police y rentre aussitôt. Lorsque les policiers arrivent, Stéphane Bourgoin, écrivain et spécialiste en criminologie, raconte qu'il s'adresse aux parents. Les parents sont totalement stupéfaits parce que pour eux, la situation est tout à fait normale. Donc la première réaction des policiers, c'est de se dire, qu'est-ce que l'on fait là? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas. Et puis très rapidement, ils vont s'apercevoir d'un deuxième choc. L'extérieur, c'est la maison américaine, la villa américaine parfaite, mais l'intérieur est jonché d'immondices. Se dégage de l'entrée déjà une odeur pestilentielle. Et on comprend assez vite, en tout cas les policiers, qu'il se passe visiblement des choses assez terribles à l'intérieur. Les enquêteurs n'ont plus de doute. Ce qu'ils aperçoivent derrière la porte confirme le signalement de l'adolescente. C'est un capharnaüm et l'air est irrespirable. Ils veulent en avoir le cœur net. Que cachent les parents Turpin à l'intérieur de la maison familiale? Ce qu'ils vont découvrir est totalement inédit. Ces policiers n'en reviennent pas. Ce sont tout simplement des enfants qui sont enchaînés à des lits, qui sont prisonniers de leurs propres parents. En fait, c'est quasiment un univers concentrationnaire que découvrent les policiers. Ces enfants cadenassés, enchaînés, mal nourris. On n'a pas l'impression d'être au XXIe siècle. Un autre enfant est enfermé dans un placard, les mains attachées dans l'obscurité totale. La vie de tous ces enfants était forcément dans un état de danger extrême. Au total, ils sont 10 filles et 3 garçons âgés de 2 à 29 ans, cloîtrés dans leur chambre et prisonniers de leurs parents. Certains sont ligotés à leur lit. Tous vivent dans le noir, dans leurs excréments. Pour les policiers, pas de doute, ils souffrent de malnutrition sévère. Louise et David Turpin sont arrêtés sur le champ. Les enfants sont transférés à l'hôpital. Mais comment ces parents ont-ils pu mettre en danger la vie de leurs 13 enfants sans éveiller le moindre soupçon? Le lendemain, c'est la mairie tout entière qui se réveille en découvrant avec stupeur ce drame familial. 13 enfants retrouvés dans une maison, dont certains enchaînés à leur lit. Le procureur déclare que c'est le pire cas d'enfants maltraités qu'il n'a jamais vu. Le courage de Jordan a permis de dévoiler toute l'horreur à l'intérieur de cette maison. Les enfants étaient mal nourris, ils étaient très sales. L'une des victimes de 29 ans ne pèse que 37 kilos. L'onde de choc aux États-Unis est très importante pour une raison simple. C'est un crime qui est perpétré par une famille, par un couple dans ce pays de l'enfant roi, dans ce pays où la famille est peut-être la valeur américaine première, la valeur familiale. Très vite, l'affaire dépasse le continent américain. Surnommée la maison de l'horreur par les journalistes, la presse en fait s'aïne partout dans le monde. Les États-Unis sont secoués par cette affaire qui a fait le tour du monde.
On a découvert une maison dans laquelle étaient enfermés 13 frères et sœurs depuis des années. À Paris, en Californie, l'enquête démarre. La police perquisitionne la maison et passe au crible toutes les pièces. En fouillant les chambres des enfants, les enquêteurs découvrent des placards remplis de cahiers. Et à la lecture des premières pages, ils sont sidérés. Ils ont entre les mains des dizaines de journaux intimes au contenu terrifiant. Ça va constituer la preuve indubitable de ce qui s'est passé, non pas seulement pendant quelques mois, mais pendant de nombreuses années. François Durper explique que les enfants vont décrire par le menu détail toutes les tortures physiques et psychologiques qu'ils ont endurées. C'est vraiment, aujourd'hui, papa a fait ça. Stéphane Minka ajoute que les récits mentionnent aujourd'hui, maman a fait ça. Et ce qui est terrible, c'est quand on lit des phrases du type « Aujourd'hui, papa a encore étranglé tel frère pour une ânerie en plus. Il va les plonger la tête dans l'eau froide de la baignoire jusqu'à quasiment les noyer. Il peut s'emporter jusqu'à être à la limite de les tuer. » Page après page, ils décrivent leur enfer au quotidien. Ils doivent dormir 20 heures sur 24 pour ne pas déranger leur père et leur mère. Ils ne sont autorisés à prendre qu'une seule douche dans l'année. Et pire encore, les enfants évoquent des fêtes de famille où leurs parents se seraient montrés cruels. Pour Noël, par exemple, les parents achetaient des cadeaux aux enfants. Stéphane Boucher précise qu'ils n'avaient même pas le droit de déballer. Vous offrez des jouets à vos enfants et vous leur interdisez d'ouvrir les paquets et de jouer, évidemment, avec ce que vous leur offrez. Et d'ailleurs, quand les enquêteurs vont quelquefois déballer ces cadeaux, on s'aperçoit que ce sont des boîtes de carton vides et qu'il n'y a rien à l'intérieur dans la plupart des cas. Une torture psychologique qui ne s'arrête pas là. Les enfants racontent une anecdote qui dépasse l'entendement. C'était avec leur mère. Encore une fois, elle a un tel vice qu'elle est capable de faire des gâteaux, elle cuisine des gâteaux, mais vraiment à l'américaine, ces fameuses tartes qu'on met au bord de la fenêtre. Parce que personne ne se doute qu'à l'intérieur, en fait, il y a 13 gamins qui sont affamés et ils n'en mangeront rien. Et même elle leur dit, vous voyez ces tartes, vous ne les mangerez pas, vous ne les approcherez pas. Donc il y a une sorte de perversité de la torture. Ce n'est pas seulement une dégradation de la situation dans cette famille, c'est véritablement une torture organisée. Les enfants étaient les souffres-douleurs de leurs parents. Les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi les parents Turpin se sont-ils ainsi acharnés sur leurs enfants pendant toutes ces années? Lorsque Louise et David se rencontrent dans leur Virginie natale, rien ne laissait présager un tel drame. En 1985, elle a 16 ans, lui 24, et c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et ils s'installent au Texas pour fonder leur famille. Stéphane Bourgoin note que David et Louise Turpin semblent former un couple tout à fait uni et très amoureux l'un de l'autre. Il y a quelque chose qui les réunit, c'est un peu ce goût pour la religion. Ils sont tous les deux issus de la mouvance pentecôtiste. Ils disent qu'ils ont reçu un moment comme une révélation divine leur demandant de faire une famille nombreuse. On dit famille nombreuse, famille heureuse. C'est en tout cas l'image que renvoie cette famille au départ de l'histoire. David Turpin est ingénieur en aéronautique. Il a des revenus confortables, 115 000 $ par an. De quoi permettre à Louise de rester mère au foyer. Et la famille s'agrandit, 13 enfants au total. Mais en 2010, un événement vient bouleverser leur vie. Ce qui va faire la bascule finalement, c'est quand David va perdre son travail. Alors non seulement il perd plus de 100 000 € de revenus par an, parce qu'il gagnait très bien sa vie, mais surtout le couple se retrouve dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes. Et finalement ensuite c'est un naufrage. Les époux Turpin vont se déclarer en faillite personnelle. Plusieurs fois 240 000 $ de faillite, ils se sentent acculés. Ce qui va les plonger d'autant plus dans ce monde et cet univers d'abus sur les enfants et de maltraitance. Pour certains experts, cela ressemble presque à un phénomène de vengeance sur ses propres enfants. On a échoué en tant que parents, dans notre vie professionnelle, mais ce n'est pas de sa propre faute, c'est la faute des autres, toujours. Et là, les souffres-douleurs, ce sont les enfants. Conséquence, le couple multiplie les sévices sur les enfants. Fin 2010, ruinés, ils quittent le Texas et ils emménagent à Perry, là où la police les arrêtera 8 ans plus tard. C'est ici, en Californie, que les familles chavirent complètement.
En interrogeant Elizabeth Flore, la sœur de Louise, la police découvre que le couple a tourné le dos à la religion pour des pratiques beaucoup plus inquiétantes. En fait, dans cette famille, on est passé quasiment de la bigoterie au satanisme, à la sorcellerie, parce que le père et aussi la mère, assez rapidement, sont passés de propos religieux assez classiques à quelque chose d'absolument irrationnel, de presque paranormal. L'intérêt chez les Turpin pour les sciences occultes vient essentiellement de Louise. C'est elle qui est passionnée par la démonologie. Elle est presque sur le point de devenir sataniste. Elle a une planche de Ouija qui sert à communiquer avec les esprits. Les policiers qui enquêtent là-dessus comprennent assez rapidement que c'est cette dérive vers le satanisme, vers l'irrationnel, qui a peut-être poussé les parents et surtout la mère à enchaîner ses enfants pour qu'ils ne soient peut-être pas atteints par les forces du mal ou ce genre de choses. Pour les enquêteurs, ces pratiques n'excusent en rien la violence. Mais elles sont la preuve que le couple est à la dérive. Pendant cette période, ils s'adonnent à de nouvelles expériences, loin du puritanisme de leur début. Ils vont aller jusqu'à pratiquer l'échangisme. En tout cas, c'est ce que Louise raconte à sa sœur dans un appel. Sa sœur est extrêmement surprise. Louise aurait raconté que parfois ça lui arrivait d'aller draguer des hommes dans les bars et de les ramener à l'hôtel avec son mari et de coucher avec eux devant son mari. Cette famille, qui à l'origine est puritaine, va totalement sombrer et dévier dans quelque chose de complètement différent au fur et à mesure des années. Le couple se montre de plus en plus violent envers les enfants. Mais comment ces parents tortionnaires ont-ils pu agir sans être repérés? Dans le quartier, les voisins sont tous interrogés. Ils n'ont jamais rien vu d'inquiétant. C'était impossible d'imaginer ce qu'il se passait derrière ces murs. Les enfants étaient quasiment invisibles. La seule fois où je les ai aperçus, à part à Noël, ils sont sortis de la voiture et direct à la maison, c'est tout, raconte un voisin. Cette situation est rendue possible par le fait que les enfants apparaissent très rarement, pour ne pas dire jamais, en plein jour. Lorsque les voisins les aperçoivent, c'est quelquefois aux fenêtres à l'étage de la maison, mais uniquement lorsque la nuit est tombée. Activité de nuit, école à domicile, les Turpin se sont rendus invisibles, au point que dans le quartier, on les surnomme la famille vampire. Aucun enfant ne sort jamais de la maison de l'horreur. Pendant presque 10 ans, ils ont aussi trompé tous leurs proches, car Louise et David ont élaboré une stratégie. Ils affichent un bonheur sans faille, qu'ils partagent régulièrement sur les réseaux sociaux. Famille et amis ne se doutent donc de rien. Ils sont même les témoins virtuels de leur vie idéale, comme en février 2013, où le couple publie des images qui font parfaitement illusion. Alors on peut penser à une vidéo, en particulier à Las Vegas, qui est une vidéo où on voit les filles avec des petites robes, toutes les mêmes, des petites robes à carreaux roses. Les garçons sont très bien habillés avec leur cravate et un faux Elvis Presley, un sosie d'Elvis Presley. Là on est vraiment dans le registre de la famille américaine classique et idéale. Ils se sont mariés à 3 reprises, dans 3 cérémonies différentes à Las Vegas, ce qui est le cliché ultime du mariage américain. Sur Internet, les parents Turpin postent aussi des photos d'eux avec leurs enfants. Ils sont tous sourires et apprêtés pour l'occasion. Des clichés symboliques qui cachent une réalité beaucoup plus sombre. Il faut aller chez Disney. Disneyland, pour les Américains, c'est une institution, explique Stéphane Minka. Donc il faut y aller. Et donc là on emmène les gamins. À regarder, on est formidable, on est tous à Disney. On sent que le couple a besoin, selon Stéphane Boucher, de renvoyer cette espèce de carte postale de la famille idyllique en Amérique. Les Turpin passent au travers des mailles du filet tout simplement parce qu'ils ont une façade de normalité absolue. Les psychologues se disent qu'il y a là une volonté de camoufler la réalité et une vraie entreprise destinée à maquiller le crime. Mais au-delà de cette mise en scène, le couple exerce aussi une emprise totale sur ses enfants. Même lors de ses sorties en famille, la fratrie ne tente rien. Entre isolement et peur des représailles, impossible pour eux de s'enfuir. Il y a un emprisonnement qui est physique qui est doublé par un enchaînement mental. On assiste chez les Turpin un petit peu à ce qui se passe dans les phénomènes sectaires, c'est-à-dire un lavage du cerveau total. Stéphane Bourgoin précise que physiquement, psychologiquement, il y a une absence de repères, une absence de contact avec le monde extérieur. Certains des enfants qui étaient majeurs ne savaient pas à quoi servait une force de police, ne savaient pas qu'il existait des hôpitaux. C'est complètement stupéfiant.
Jusqu'à ce dimanche 14 janvier 2018, où Jordan Turpin trouve enfin le courage de s'échapper et de dénoncer leurs sévices. Ce jour où le monde a découvert l'horreur en Californie. Le 22 février 2019, un an après leur arrestation, le procès de Louise et David Turpin s'ouvre au tribunal du comté de Riverside. C'est toute l'Amérique qui veut voir les parents tortionnaires sur le banc des accusés. Avec une question au bout des lèvres, comment ont-ils pu agir ainsi avec leurs enfants pendant des années? Et surtout, à quelle peine vont-ils être condamnés? Le couple doit répondre de 50 chefs d'inculpation, dont ceux de torture, séquestration et maltraitance d'enfants. Au premier jour des débats, seuls les 2 aînés ont trouvé la force de venir parler à la barre. Mes parents m'ont volé ma vie, mais je l'ai récupérée, déclare l'un des aînés. Je vais à l'université maintenant et je vis de façon indépendante. Je crois que tout arrive pour une raison. La vie a été dure, mais elle m'a rendue plus forte. Et je me suis battue pour être la personne que je suis. Parfois, j'ai encore des cauchemars de toutes ces choses qui nous sont arrivées, comme ces chaînes qui nous ont retenus et les fois où on était battus. Mais ça, c'est le passé et je dois vivre le présent. J'aime mes parents et je dois leur pardonner pour tout ce qu'ils nous ont fait. En entendant la souffrance de leurs enfants, mais aussi leur clémence, Louise et David Turpin s'effondrent. Ils semblent avoir réalisé la gravité de leurs crimes. Mais comment vont-ils pouvoir se justifier? C'est au dernier jour d'audience qu'ils prennent enfin la parole. Je suis désolée pour toutes les choses que j'ai pu faire à mes enfants, confie Louise. J'aime mes enfants si fort. Je suis bénie d'être leur mère à chacun d'entre eux. Je veux uniquement le meilleur pour eux. Leur bonheur est très important pour moi. J'ai hâte d'être au jour où je pourrai les serrer dans mes bras et leur dire que je suis désolée. David, incapable de parler au début, laisse son avocate lire son message avant de s'exprimer. Je remercie Dieu pour chacun de mes enfants. Chacun d'entre eux est une bénédiction. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal. J'espérais leur donner le plus d'attention possible. Et je suis désolée si je leur ai fait du mal. Louise et David Turpin, en sanglots, demandent pardon. Mais ils n'expliquent toujours pas leurs gestes. Alors auront-ils réussi à convaincre la salle d'audience de leur sincérité? Pour certains observateurs, ces larmes, ils les versent pour eux-mêmes. Ce sont des larmes de crocodile. David, entre autres, a la personnalité d'un psychopathe qui n'a pas d'affect, pas d'empathie. Donc à partir de là, ils pleurent sur leur propre sort et pas du tout sur le sort qu'ils ont fait subir à leurs enfants. Les larmes n'auront pas suffi. Le 19 avril 2019, après 4 mois de débat, le verdict tombe. Ils sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Aujourd'hui, les 13 enfants Turpin tentent de se reconstruire mais ils restent traumatisés avec, pour certains d'entre eux, des séquelles irréversibles. L'histoire de leur libération reste cependant un message d'espoir et de courage, porté par la détermination de Jordan. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez, dès la semaine prochaine, un nouvel épisode de Chronique criminelle. L'obscurité enveloppe encore la petite ville de Perry, en Californie, ce dimanche 14 janvier 2018. Au milieu d'un carrefour désert, une silhouette frêle tremble, non pas de froid, mais d'une terreur indicible. Cette jeune fille de 17 ans, dont le visage semble appartenir à une enfant de 10 ans tant elle est chétive, tient entre ses mains un téléphone portable. Elle vient de franchir une frontière invisible, celle de la fenêtre de sa propre maison, pour s'enfuir d'un enfer que nul ne soupçonne. D'une voix brisée, elle compose le numéro des urgences, le 911. L'opératrice décroche, ignorant qu'elle va recueillir le témoignage le plus glaçant de sa carrière. La jeune fille décline son identité, Jordan Turpin. Ses paroles tombent comme des couperets. Elle explique vivre dans une famille de 15 personnes où la maltraitance est la règle. Elle confie que ses parents les séquestrent, elle et ses 12 frères et sœurs, et que 2 de ses petites sœurs sont actuellement enchaînées à leur lit. Jordan est perdue. Elle ne connaît pas les alentours de sa propre demeure car elle n'est jamais sortie seule. Elle implore du secours, répétant que l'odeur des excréments est insupportable et qu'ils sont en train de mourir d'étouffement dans cette puanteur. La police,
saisi par l'urgence et la panique sincère de l'adolescente, parvient à la localiser grâce au signal GPS de son téléphone. L'illusion du rêve américain. Une patrouille arrive rapidement sur les lieux. Les officiers s'attendent peut-être à trouver un taudis isolé, mais ils s'arrêtent devant une villa cossue, nichée au cœur d'un quartier résidentiel typique. Ici, les gazons sont parfaitement tondus, les voitures sont rutilantes et les façades des maisons respirent la tranquillité de la classe moyenne supérieure. Rien ne dépasse. C'est l'archétype du bonheur suburbain. Pourtant, dès que les policiers approchent de la porte des époux Louise et David Turpin, une odeur pestilentielle les saisit à la gorge. À l'intérieur, le contraste avec l'extérieur est foudroyant. Ce n'est qu'un immense capharnaüm jonché d'immondices où l'air est devenu irrespirable. Les parents, David et Louise, accueillent les forces de l'ordre avec une stupéfaction totale. Pour eux, tout est normal. Mais en progressant dans les chambres, les policiers découvrent l'horreur absolue. Dans l'obscurité, des enfants et des jeunes adultes sont enchaînés à leur lit avec des cadenas. Un autre est enfermé dans un placard, les mains liées, plongé dans le noir complet. Au total, 10 filles et 3 garçons, âgés de 2 à 29 ans, sont secourus. Ils sont sales, dénutris, certains n'ayant plus la force de tenir debout. L'onde de choc est immédiate, les parents sont arrêtés sur le champ et les victimes transportées vers l'hôpital le plus proche. Les journaux de l'enfer. La perquisition de la maison de l'horreur révèle un élément crucial pour l'enquête, des dizaines de cahiers remplis d'écritures serrées. Ce sont les journaux intimes des enfants. À travers des centaines de pages, les victimes ont consigné leur calvaire quotidien pendant des années. Les enquêteurs y lisent des récits de tortures physiques et psychologiques systématiques. Les enfants décrivent comment leur père les plongeait dans l'eau glacée de la baignoire jusqu'à la limite de la noyade pour une simple bêtise. Ils racontent l'obligation de dormir 20 heures sur 24 pour ne pas déranger leurs parents et le droit à une seule douche par an. La perversité du couple Turpin ne s'arrêtait pas là. Pour Noël, ils achetaient des cadeaux, les emballaient, mais interdisaient aux enfants de les ouvrir. Pire encore, Louise cuisinait des tartes délicieuses qu'elle laissait sur le rebord de la fenêtre, interdisant à ses enfants affamés d'y toucher, simplement pour le plaisir de les voir souffrir. La chute d'un couple modèle. Comment David et Louise Turpin en sont-ils arrivés là? Leur rencontre en Virginie en 1985 semblait pourtant prometteuse. Lui, ingénieur en aéronautique brillant gagnant 115 000 $ par an, elle, mère au foyer dévouée. Issu de la mouvance pentecôtiste, il affirmait avoir reçu une révélation divine leur demandant de fonder une famille très nombreuse. C'est en 2010 que tout bascule. David perd son emploi et le couple se retrouve acculé par des dettes s'élevant à 240 000 $. Cette faillite personnelle semble avoir été le déclencheur d'une spirale de haine. Il quitte le Texas pour la Californie et s'enfonce dans l'irrationnel. Louise délaisse la religion pour s'intéresser aux sciences occultes et à la démonologie, utilisant des planches de Ouija pour communiquer avec les esprits. Le couple dévie également vers des pratiques d'échangisme, Louise racontant à sa sœur qu'elle ramène des hommes rencontrés dans des bars pour avoir des rapports devant son mari. Le masque de la normalité. Pendant 8 ans à Perry, les Turpin réussissent l'exploit de tromper tout le monde. Les voisins, bien que surnommant la famille les vampires à cause de leurs activités exclusivement nocturnes, n'imaginent jamais la séquestration. Les parents soignent leur image sur les réseaux sociaux, publiant des photos de vacances à Disneyland ou des vidéos de renouvellement de vœux à Las Vegas avec un sosie d'Elvis Presley. Sur ces clichés, les 13 enfants apparaissent souriants, vêtus de vêtements coordonnés, offrant au monde l'image d'une famille idyllique. C'est une entreprise de camouflage méthodique doublée d'une emprise psychologique totale sur les enfants. Coupés du monde, certains enfants majeurs ignorent même ce qu'est un hôpital ou le rôle de la police. L'heure du jugement. Le 22 février 2019, le procès s'ouvre au tribunal du comté de Riverside. Louise et David Turpin font face à 50 chefs d'inculpation. Lors des audiences, le courage de Jordan et de son frère aîné force l'admiration. Ils témoignent de leur volonté de se reconstruire, affirmant qu'ils ont récupéré leur vie malgré les cauchemars qui les hantent encore. Face à la douleur de leurs enfants, les époux Turpin s'effondrent en larmes, demandant pardon et affirmant qu'ils n'ont jamais voulu leur faire de mal. Cependant, pour les experts et les observateurs, ces larmes de crocodile ne cachent qu'une absence totale d'empathie.
Le verdict tombe le 19 avril 2019, Louise et David Turpin sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Aujourd'hui, les 13 frères et sœurs Turpin tentent de panser leurs blessures et de découvrir un monde qu'on leur a si longtemps caché. Leur histoire reste un témoignage puissant sur la résilience humaine et la force d'un lien fraternel qui n'a jamais pu être brisé par les chaînes. Le monde des faits divers est souvent peuplé de récits sombres, de crimes passionnels, de disparitions inquiétantes ou de machinations diaboliques. Percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire est une quête de vérité qui ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, nous abordons l'affaire Turpin, une direction vers les États-Unis pour une affaire criminelle hors norme qui a bouleversé la conscience collective. Le 14 janvier 2018, une adolescente effrayée appelle le 911. Jordan Turpin explique qu'elle s'est enfuie de chez elle alors qu'elle était séquestrée avec ses 12 frères et sœurs par ses propres parents. L'Amérique tout entière est sous le choc. La presse révèle que ces enfants âgés de 2 à 29 ans ne sont jamais sortis de chez eux seuls, qu'ils sont attachés par des chaînes à leur lit et qu'ils vivent au milieu d'excréments et de détritus. Pourquoi personne n'a-t-il rien vu ? Et comment ces parents modèles ont-ils pu tromper leurs voisins et leurs familles pendant de si longues années ? La réponse se dessine dans ce récit. Quel est votre nom ? demande l'opératrice. Jordan Turpin, répond la voix tremblante. Dimanche 14 janvier 2018, à Perry, en Californie, une jeune fille paniquée est immobile au milieu d'un carrefour. Elle est au téléphone avec le service d'urgence américain. Elle déclare vivre dans une famille de 15 personnes et que ses parents les maltraitent. 2 de ses petites sœurs sont enchaînées. Au bout du fil, c'est une jeune fille de 17 ans qui crie au secours pour délivrer ses 12 frères et sœurs retenus prisonniers. Stéphane Minka, journaliste spécialiste des faits divers, souligne l'horreur de la situation. Un enfant serait retenu, attaché par des cadenas et des chaînes dans sa propre maison familiale. Jordan explique qu'elle s'est évadée par la fenêtre, seule, avec le téléphone de sa mère. Ce qu'elle raconte à l'opératrice est glaçant, l'odeur des excréments, l'absence d'hygiène, la sensation d'étouffement. L'affaire est prise au sérieux car la panique de la jeune fille est véritable. Elle avoue ne pas connaître les alentours de sa propre maison tant elle a été isolée. L'adolescente de 17 ans n'étant jamais sortie, elle ne peut indiquer d'adresse précise. Les policiers doivent la localiser grâce à son téléphone portable à Perry, à 100 km au sud de Los Angeles. Une patrouille est envoyée sur place. François Durper, historien, note le choc des policiers en arrivant dans une banlieue résidentielle américaine typique. C'est l'archétype du quartier pavillonnaire tranquille, gazon bien taillé, belles voitures, maisons impeccables. Rien ne laisse imaginer le drame familial le plus terrible de l'histoire récente des États-Unis. Il est 18h. La police voit enfin une jeune fille à l'air égaré. Elle a 17 ans mais semble en avoir 10. Elle est chétive, souffrante et dénutrie. Elle indique la villa cossue de Louise et David Turpin. À l'intérieur, le contraste est total. Si l'extérieur est parfait, l'intérieur est jonché d'immondices. Une odeur pestilentielle se dégage. Stéphane Bourgoin, spécialiste en criminologie, décrit la stupéfaction des parents qui trouvent la situation normale. Les policiers découvrent un univers concentrationnaire au XXIe siècle. Des enfants sont cadenassés au lit, un autre est enfermé dans un noir total dans un placard. Au total, 10 filles et 3 garçons âgés de 2 à 29 ans sont libérés. La plus âgée ne pèse que 37 kilos. Louise et David Turpin sont arrêtés, et les enfants transférés à l'hôpital. L'onde de choc est immense car la famille est la valeur pilier de l'Amérique. L'enquête démarre et révèle des dizaines de journaux intimes. Les enfants y décrivent par le menu détail les tortures physiques et psychologiques. Ils devaient dormir 20 heures sur 24 et ne prenaient qu'une douche par an. La perversité allait jusqu'à leur offrir des cadeaux vides ou cuisiner des tartes qu'ils n'avaient pas le droit de toucher. L'histoire de Louise et David avait pourtant commencé de manière classique en Virginie. Mariés en 1985, ils semblaient unis par leur foi pentecôtiste. David, ingénieur en aéronautique, gagnait 115 000 $ par an. Mais en 2010, la perte de son travail et une faillite de 240 000 $ ont précipité le naufrage.
Le couple a alors dérivé vers des pratiques occultes et le satanisme, Louise s'intéressant à la démonologie et utilisant une planche de Ouija. Malgré cette horreur, les Turpin ont réussi à tromper tout le monde pendant 10 ans en affichant une vie idéale sur les réseaux sociaux. Ils postaient des photos à Disneyland ou à Las Vegas avec leurs enfants en uniforme coloré, créant une façade de normalité absolue. En réalité, ils exerçaient un lavage de cerveau total sur leurs enfants, qui ne savaient même pas ce qu'était un hôpital ou la police. Le 22 février 2019, le procès s'ouvre. Les aînés témoignent avec une force admirable. « Ma vie a été dure, mais elle m'a rendue plus forte », déclare l'une des filles, affirmant avoir pardonné à ses parents. Louise et David pleurent, demandent pardon et disent aimer leurs enfants, mais pour les experts, ce ne sont que des larmes de crocodile d'une personnalité psychopathe. Le 19 avril 2019, le verdict tombe, réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Aujourd'hui, les 13 enfants Turpin tentent de se reconstruire. Leur courage, porté par celui de Jordan, reste une source d'inspiration et un témoignage de la résilience humaine face à l'adversité la plus sombre.